Je vais passer la parole à Jacques Kermagon, peut-être pour prendre la suite. Je crois qu'il y a des choses qui ont été dites, notamment sur la relation entre image réelle et animation, bien sûr, mais au-delà de ça, qui va peut-être trouver un rebond dans ton point de vue sur l'écriture de l'animation. Oui, alors en fait, j'avais préparé des choses, mais je me rends compte que les trois quarts doivent être biffés parce que ça a été largement évoqué. Je vais quand même reprendre des notes que j'avais préparées. Non, en fait, je m'étais rendu compte que je n'allais pas tant parler de l'animation que ça. Je voulais parler un petit peu de l'écriture. Une des questions que je voulais poser, c'est que dans le terme d'écriture, en fait, il y avait au moins deux aspects. C'est-à-dire que l'écriture, c'est à la fois quelque chose qui fige, enfin, l'écriture au sens un peu comme l'écriture biblique ou les écritures, on dit, c'est des choses qui figent quelque chose comme ça dans le marbre, et qu'à l'autre bout du spectre, l'écriture, c'était au contraire un exercice très, très personnel, c'était la graphie, enfin, c'était la façon dont chacun de nous écrit sur une page blanche, c'est ce qui fait de nous des victimes des potentiels de tous les graphologues, c'est-à-dire d'un côté quelque chose de complètement, je dirais, arrêté, figé, et de l'autre côté quelque chose qui relève de la singularité. Et donc, ce que je voulais essayer de voir un petit peu, mais les choses ont été dites, c'est comment est-ce que dans le cinéma on arrive à passer d'une écriture qui est une écriture enfin, un scénario, quelque chose d'écrit, de figé, à arriver à le transformer en quelque chose qui est une œuvre personnelle. Donc je me suis rendu compte que, n'étant pas plus spécialiste que ça du cinéma d'animation, je parlais surtout de fiction, d'autre chose. Vous avez très bien dit en fait que le problème enfin, la solution plutôt dans le film le cinéma de fiction, c'était le moment de la réalisation du tournage, et que c'est là où ça se passait, c'était à ce moment-là où c'était incarné grâce au jeu des acteurs, au mouvement, au travail sur la lumière, au travail de montage, enfin, toutes ces choses qui font qu'un scénario qui est d'une certaine façon une page blanche encore, hein, c'est quelque chose qui est encore à faire, devient complètement transformé grâce à la mise en scène. Donc je vais pratiquement, enfin je vais biffer beaucoup de choses, puisque ces choses ont été dites. Et la question que je me posais en fait, c'était comment est-ce que dans le cinéma d'animation, et vous y avez répondu aussi en travaillant jusqu'au bout, comment est-ce que dans le cinéma d'animation, on arrive à faire en sorte que ce scénario puisse être incarné, puisse être transformé en quelque chose d'autre, en quelque chose qui dépasse le pitch, qui dépasse l'histoire, qui dépasse, là je parle d'un film d'animation qui raconte des histoires. Mais on le voit aussi dans certaines fictions. Je sais que je suis souvent frappé quand je vois des films, d'avoir ce sentiment de voir des plans, des images, des scènes, et en les voyant, d'entendre presque des phrases de scénario. Et de lire en quelque sorte, ou d'entendre des phrases. Je me souviens en particulier d'un film comme ça m'avait frappé, c'était un court-métrage où tout d'un coup le personnage féminin dansait dans un bar, et il y avait ses cheveux, il y a sa barrette qui tombait, et ses cheveux qui flottaient comme ça. En voyant la séquence, j'avais l'impression d'entendre intérieur nuit, scène de café, la jeune fille danse et sa barrette tombe. Il y avait quelque chose qui n'était pas incarné, enfin qui tout d'un coup faisait qu'on sentait plus l'intention que la réalisation. Et j'y pense d'autant plus que j'étais la semaine dernière dans un festival en Égypte qui a commencé par un spectacle de derviche tourneur, et qui était assez magnifique, et qui était en fait dansé par des femmes, et qui avait un foulard autour des cheveux, et tout d'un coup, à la fin du spectacle, elles ont défait leur foulard, et les cheveux se sont mis à flotter comme ça donc l'association entre les deux m'a fait penser à ce film et à ce spectacle de danse.
où on voit que dans ce spectacle, non seulement il y a, outre la beauté du geste, mais le fait que ses cheveux flottent, la décision de faire dénouer les cheveux est un geste aussi politique dans un pays où normalement ça doit être caché. Donc là, il se trouve que les gens du festival de Luxor étaient coptes, et c'était une façon de prendre position par rapport aux salafistes. Donc, et c'est vrai que je me dis que le fait que ça fasse signe comme ça, il y a parfois un lien sans doute entre la volonté de faire symbole ou de faire des scènes qui sont un peu cryptées, avec un certain nombre de pays à domination, enfin disons des pays où pèse une chape d'autorité. Je me souviens très bien qu'à une certaine époque, quand on voyait des films des pays de l'Est, dits de l'Est, il fallait toujours décrypter les séquences en fonction d'une espèce de discours sous-jacent qui était une critique du régime. C'est-à-dire que, et c'est quelque chose qui fait que d'ailleurs certains cinéastes qui avaient beaucoup de succès quand ils étaient des opposants au régime, une fois que le régime a atteint un statut un peu plus démocratique, ils ont eu sans doute beaucoup plus de mal à faire des films pertinents. Enfin, c'est des choses qui sont arrivées. Alors, j'ai revu, non, j'ai découvert récemment, pardon, je mange des cheveux, un film d'Éric Rochant que je n'avais pas vu qui s'appelle Les Patriotes. Et j'ai vu ça en DVD, dans le bonus, il raconte, lui et les acteurs, comment le travail de mise en scène a été très, très, très précis. Il raconte qu'il procédait comme ça, donc on n'est pas dans l'animation, mais bon, comme je l'ai vu il n'y a pas longtemps, j'ai encore ça en tête. Il raconte qu'il avait exigé de pouvoir tourner avec les acteurs avant la mise en place de l'équipe. C'est-à-dire que généralement on met en place l'équipe technique, les acteurs on répète et on joue. Lui, il avait obtenu le contraire. Mais ce qui m'a frappé, c'est que tout son discours était du côté de la maîtrise. C'est-à-dire qu'il était fasciné, il disait qu'il avait été fasciné beaucoup par Sergio Leone, par la capacité de chacun des plans de Sergio Leone de signifier, d'être important. Et il disait qu'il avait porté un soin très particulier, lui, à mettre en premier plan des objets qui pouvaient avoir un rôle dramaturgique et tout ça. Et je veux dire que ça, c'est une façon de concevoir la mise en scène. Il y a Jean-François Stévenin qui raconte par exemple le temps qu'ils ont mis pour prendre une pomme de terre dans une assiette, dans une scène de restaurant, et à quel point Éric Rochant a insisté pour qu'il s'arrête à ce moment-là, qu'il reprenne la fourchette. Tout ce détail comme ça de précision qui est d'une conception c'est un certain type de conception de la mise en scène. Je crois que parmi ceux qui ont donné des chefs-d'œuvre, il y a Hitchcock qui était passé maître dans l'art de manipuler et de diriger les spectateurs. Et je me souviens, à contrario, d'une réflexion de Rohmer, qui était pour lui un des premiers exégètes d'Hitchcock, qui se rappelait avec ravissement d'un geste d'un de ses acteurs de La Collectionneuse, où il disait: ce qui est formidable dans ce geste, c'est qu'il n'a aucun sens, et que la grâce de ce geste, c'est que l'acteur l'a fait comme ça, sans préméditation. Alors, évidemment, chaque cinéaste a comme ça sa façon de trouver les manières de faire en sorte que la mise en scène existe, que les gestes existent, qu'en fonction ils le font en travaillant de différentes façons. Bon, je ne vais pas faire l'inventaire, il va imaginer plusieurs exemples, mais je passe. Et donc, je veux dire que, bon, on se souvient, oui, c'est vraiment Piala qui ne disait pas le mot moteur et qui faisait faire en sorte qu'il y ait une continuité entre le moment d'une pseudo-répétition et le moment du tournage. Enfin, il y a tous ces moments, toutes ces techniques pour faire en sorte que, et qui font finalement qu'un plan de Piala ne ressemble pas à un plan de Fulps, enfin, bon, toutes ces choses qu'on sait que, on le sait théoriquement, mais bizarrement, on a l'impression que c'est pas toujours présent dans le travail des cinéastes. Au moment de la sortie du film de Godard, Notre musique, Godard avait dit
à plusieurs reprises, il a toujours des phrases comme ça qu'il aime bien dire à propos d'un film, qu'une grande partie du cinéma continue à confondre image et discours. Et dans son film, j'avais été frappé que contre des images trop signifiantes, il avance d'abord des images insignifiantes. Je ne sais pas si vous vous souvenez des rues de Sarajevo, tramway, des plantes sur des visages qui ne disent rien, ils donnent juste à voir ou à ressentir des moments. Alors, on peut dire un peu la même chose, je ne sais pas, des chaussures j'avais mis les chaussures de Van Gogh, qui ne disent rien non plus, c'est-à-dire qu'elles sont là, un point c'est tout. À la différence, c'est qu'au cinéma, non seulement ce sont les chaussures sont là, mais en plus ce sont ces chaussures-là. C'est-à-dire que le travail du cinéaste consiste à élire des moments dans la réalité, enfin des petites séquences dans la réalité, et à faire en sorte que telle portion de plage, tel reflet dans l'eau soit capté et mis dans une série ou des répétitions qui font que tout d'un coup, une des beautés en particulier de notre musique, moi je sais que j'avais été frappé par ce film de Godard, c'est que une de ses beautés, c'est cette attention au monde qu'il a aux personnes filmées. Alors ça ne veut pas dire qu'il il fait passer sa mise en scène pour le simulacre du monde, hein. La question n'est pas là, surtout chez lui, mais il y a quand même cette dimension du cinéma comme captation d'une certaine réalité, de mouvement, d'une sensation, tout ça. Et ce qui me faisait rapprocher ce film de Godard à une formule que Oliveira lui avait dit, que j'aime beaucoup, que vous connaissez sans doute. Il avait dit à Godard un jour que ce qu'il aimait au cinéma, c'était une saturation de signes magnifiques qui baignent dans la lumière de leur absence d'explication. Et j'ai toujours trouvé cette formule très, très lumineuse par rapport à cette question d'un cinéma qui ne va pas du côté d'une volonté de dire, d'une volonté d'exprimer, mais comme peuvent le dire d'autres, s'il y a du sens, le sens il appartient plus au spectateur qui le regarde qu'à l'artiste tel qu'il a voulu le mettre en place. Bon, je saute beaucoup de choses en fait, hein, c'est pour ça que c'est un peu... Alors, ce qui m'intéressait dans ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est ce que je voulais citer cet exemple assez canonique sur la façon dont on essaye de surmonter un problème. C'est la fameuse séquence dans Les Lumières de la vie de Chaplin. Hein, vous savez, ce moment au début où il faut que le spectateur comprenne que la vendeuse de fleurs est aveugle et qu'elle croit que Charlot n'est pas un mendiant, mais quelqu'un de riche. Et je me souviens, j'ai plus tous les détails, mais je me souviens d'avoir vu un documentaire de Kevin Brownlow, je crois, qui expliquait que Chaplin avait mis très longtemps à trouver la solution. Alors je me dis qu'il y a quelqu'un qui... je sais pas, on pourrait dire que c'est un problème de scénario, c'est-à-dire qu'un scénariste aurait peut-être pu trouver la solution. Un storyboarder avait dit, bon, c'est une question il suffit on peut appeler quelqu'un qui maîtrise le storyboard, mais bon, Chaplin n'était pas vraiment un nul quoi, dans la création, et je crois qu'il avait mis 6 mois avant de trouver la façon de faire en sorte que ce soit clair et sans ambiguïté, c'est-à-dire mais 6 mois en tournant, c'est-à-dire qu'il était son propre producteur, donc il tournait, il regardait ce qu'il avait fait, ça n'allait pas, il faisait reposer 15 jours, 3 semaines, il réfléchissait, il retournait, enfin, tout ce travail qui fait que tout d'un coup, comme vous le disiez, c'est au moment de la prise de vue, au moment du tournage, que les choses prennent forme et prennent sens. Ce que vous disiez tout à l'heure aussi par rapport à l'animatique, de pouvoir le travailler jusqu'au bout. Et je me souviens d'avoir été frappé comme ça, quand j'avais vu des films d'animation, des courts-métrages d'animation, par des problèmes, je dirais, d'écriture, de compréhension. C'est-à-dire quand on voyait je voyais des films et je ne comprenais pas très bien où
les réalisateurs ou les réalisatrices voulaient aller. Alors quand je dis chercher leurs propos, c'est quelque chose de plus général, enfin c'est pas parce qu'ils avaient des choses à dire, mais c'était des problèmes d'écriture, donc comme ceux que Chaplin a pu rencontrer. Donc et je me demandais comment est-ce que dans le cinéma d'animation, on peut trouver l'équivalent de ce que représente le moment du tournage pour un cinéaste, si un temps soit, enfin, dans la mesure où il porte cette attention à ce moment du tournage, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, j'ai pas de solution, bien évidemment. Vous avez parlé du graphisme, vous avez parlé du dessin. C'est vrai que la plupart du temps, c'est ça qui fait que tout d'un coup, un film prend forme. Un dessin d'Oslo ou de Jean-François Laguilloni, c'est pas tout à fait la même chose. Ou alors des façons d'explorer des techniques d'animation. Je pense à Yuri Norstein qui creuse, enfin, comme beaucoup de cinéastes, trouve des solutions pour essayer d'exprimer ce qu'ils veulent exprimer. Parfois, quand ça s'approche plus de la peinture, je pense que la force vient comme l'équivalent de la touche du peintre. Hein. Je pense que le travail des films comme de Florence Mial, de Joren Kuhn, je ne sais pas si c'est peut-être moins connu, ou Tocafundo, Simone Massi, tient une bonne part à ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est un travail qui s'approche plus de la peinture. D'autres, on pourrait dire, qui sont parfois sculpteurs. Je pense au travail de Svankmajer. Alors, la différence, c'est qu'effectivement, les cinémas d'animation, ils ne sont pas assujettis au rapport au réel qui conditionne le cinéma de prise de vue réelle, beaucoup moins. Parfois, ça leur manque, j'ai l'impression. Il y a un certain nombre de films qui sont sortis ces dernières années qui sont des une sorte de documentaires où ils empruntent, où ils partent d'enregistrements de voix, enfin des documentaires, qu'on a appelé des documentaires animés. Mais ça peut être aussi peut-être la force du cinéma d'animation. Et j'ai retrouvé une formule d'Alexandre Alexeïev qui disait que finalement, le cinéma de prise de vue réelle, c'est comme un cas particulier du cinéma d'animation, une sorte de substitut industriel bon marché destiné à remplacer la synthèse d'œuvre de l'esprit d'un artiste, donc un créateur d'animation, par la photographie de modèles humains en mouvement. Donc il dit que et si le cinématographe a éclipsé le travail d'Émile Reynaud, l'animation, c'est parce que le produit industriel l'emporte sur l'œuvre de l'esprit parce qu'il se révèle meilleur marché. Alors on aurait pu, je dis qu'on aurait pu, c'est une façon de, mais je crois que ça se discute aussi, mais bon, le paragraphe suivant il modère ce propos. On aurait pu penser qu'avec la généralisation du numérique, en fait, les choses se rejoignent, la possibilité infinie de trucage, que tout d'un coup, le cinéma de prise de vue réelle rejoigne le cinéma d'animation, et j'ai l'impression que non, c'est pas vraiment le cas, et que les systèmes de croyance continuent à fonctionner à peu près de la même façon, que la caméra soit en 35 ou en numérique. Il y a des fictions, il y a des documentaires, on continue à croire que ce qui a été enregistré, c'est ce qui était devant la caméra, ce qui est souvent quand même le cas. Ça, c'est un point sur lequel il faut Ouais. Ça, c'est un point crucial. Alors, voyant des films d'animation parfois en numérique, moi je suis souvent, assez souvent frappé quand même par par des écueils, enfin, j'en pointerai deux au moins, hein, c'est que par rapport à cette façon de s'approprier l'outil, il y a d'un côté, j'ai l'impression, des films qui sont comme fascinés par leur technique, hein, qui s'emportent l'animation qui travaille juste seulement sur l'ordinateur. Je veux dire, pas la post-production, mais des gens qui prennent des... Qui ne travaillent pas sur le papier. Voilà, qui ne travaillent pas sur le papier, qui travaillent directement sur l'ordinateur. On voit beaucoup ça dans les films d'école. Et l'autre écueil, c'est qu'on se retrouve confronté à quand même, et là la personnalité, enfin le côté écriture personnelle perd beaucoup. J'ai l'impression de voir parfois une espèce d'espéranto numérique où
tous les personnages se ressemblent d'un film à l'autre. Et bon, ça c'est quelque chose qui me frappe. En même temps, il y a des exemples contraires par rapport à cette façon de s'approprier une esthétique qu'on pourrait dire numérique, avec tous les guillemets qu'on veut entendre. C'est ce travail de, comment s'appelle-t-il, ce type qui a fait Please Say Something with the External World, oui, David Oreilly, qui fait un travail absolument remarquable en utilisant justement la technique sommaire, le dessin sommaire des jeux vidéo les plus plats, et arriver à nous émouvoir. Bon, enfin, tout ça, et j'ai l'impression d'avoir un peu enfoncé des portes ouvertes en coupant tout ça, puisque ce sont des choses qu'on sait, c'est que le talent prime avant tout, bien évidemment. Donc voilà, c'était un peu en gros ce que j'avais prévu de dire. Merci Jacques. Alors moi je trouve que ce ne sont pas les portes ouvertes, mais plutôt des dossiers qu'on est en train d'ouvrir. Hein. Chacun est en train de prendre des notes en se disant voilà, là il y a un sujet sur lequel on peut revenir. Je sais que la question notamment des systèmes de croyances que tu exprimais faisait réagir Jean-Luc Fromental.